vendredi 7 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre spécial prédiction 2025, un épisode entièrement dédié aux prédictions en prévision de la prochaine saison. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps de se tourner du côté de nos collaborateurs et d'accueillir l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Il est aussi l'auteur des chroniques En route vers 2025 disponibles sur notre page Facebook. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Toi, comment ça va? Ben, ça va numéro un, plein de bonnes nouvelles dans le domaine du Mm. F1 podcast. On va en venir aussitôt que je vais avoir accueilli notre autre collaborateur, c'est-à-dire le pilote champion de F2000. Il est le dernier à avoir triomphé sur le circuit Gilles Villeneuve en F1600. Jean-Christophe Trahan, comment ça va de ton côté? Ça va super bien, les gars. J'espère que vous, autant que moi. Ben oui, Allons-y. autant que toi, j'en suis Eh, persuadé. JC, juste avant qu'on saute dans l'histoire d'F1 Podcast, puis tout ça, est-ce que tu veux y aller avec ta bonne nouvelle? Je sais que ça fait longtemps qu'on l'attend, puis tout ça, puis je pense que tu es prête à le dire aux auditeurs, là, qu'est-ce qui se déroule pour toi là, Oui, lors des prochaines semaines, là. oui, exact. C'est officiellement réglé, là. Le paiement est envoyé, donc je peux dire que c'est réglé. Je m'en vais le 14 à Misano tester une Mercedes AMG GT3 pour l'équipe pour une équipe dans le championnat GT3 italien. Donc quelque chose, ils m'ont bien accueilli et j'ai bien hâte d'aller voir qu'est-ce que ça va. GT3, j'ai essayé une LMP3. Maintenant, une GT3 en vue d'une saison là-bas, ça serait extrêmement cool. Donc, je travaille fort là-dessus. Déjà, le test, c'est une bonne étape de fait. Maintenant, il faut aller chercher, faut aller, On- faut aller pas pire au test pour que ce soit concluant, puis après ça, on verra après. Mais c'est ça, c'est vraiment cool. Bien hâte. C'est bien hâte de vous le partager avec vous aussi. Toutes les vidéos, puis les trucs cool associés avec la journée. Là. Tout ça, vous n'allez pas en manquer un bout. Bien sûr qu'on va partager ça aussi avec nos auditeurs. Tu sais que je mm. suis certain que les auditeurs vont se rassembler derrière moi, Kevin, ainsi que toute l'équipe du F1 Podcast pour te dire bonne chance. On est super contents. On sait que tu es capable de faire honneur au Québec. On sait que c'est pas facile, ces choses-là. Ça se mérite. Comme tu dis, il y a le côté monétaire, mais il y a aussi le côté en piste. Puis ça, je suis vraiment pas nerveux. Je pense que tu es capable d'aller impressionner nos amis italiens là-bas. Est-ce que c'est encore un lien avec le père de Kimi Antonelli ou c'est une autre écurie? Ah oui, exact. Non, c'est ça. C'est le père de Kimi Antonelli à laquelle ça appartient, cette équipe-là, qui s'appelle AKM Motorsport ou Motorsport, dépendamment comment il roule sa bannière. Comme ces deux équipes qui sont à lui, c'est un peu la même entité. Mais c'est ça, le test est avec eux. Ils ont quelques Mercedes dans le GT3, donc je pense que c'est une des trois qu'ils ont. Et très, très bonne équipe, gagne les championnats à plusieurs niveaux, en Porsche Cup, la Lamborghini Super Trofeo, tout le kit. Et justement, Kimi Antonelli a roulé l'année passée avec eux dans le même championnat, dans la même voiture. Fait que bien hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air à Misano. Ça a l'air d'une super piste, donc je vais pouvoir vous en dire une bonne piste de MotoGP aussi pour les fans de moto. Donc bien hâte de vous le montrer de ma perspective et voir que ça a l'air. Bon, ben, bien Toi content aussi, t'as une bonne nouvelle, Martin, Ben oui, j'ai une hein? bonne nouvelle. C'est ça, je vais d'une bonne Ouais. nouvelle Mm. à une autre. Écoute, le F1 Podcast, vous savez, depuis le début, on va célébrer le deuxième anniversaire. Seulement le deuxième anniversaire. Il y a eu beaucoup de podcasts depuis ce temps-là. L'aventure va bon train. On a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent. Et aujourd'hui, ben, je sais pas, ça a continué, là, le vent dans les voiles ou le vent dans le drapeau, on peut dire. Ça a fait que là, maintenant, on a dépassé le cap des 5000 auditeurs, des 5000 followers sur Facebook. Ça, c'est un cap qui est quand même gros. Lorsqu'on réussit à atteindre ça, c'est sûr qu'il y en a des plus hauts que ça, mais il faut que tu passes par 5000 pour atteindre les 10 000 et quoi que ce soit. Donc, je voulais en profiter pour remercier les gens qui prennent le temps de nous suivre sur nos réseaux sociaux, qui prennent le temps de nous écouter, qui prennent le temps de nous écrire des messages. J'ai eu énormément de conversations avec certains d'entre eux. Oui, depuis le début de l'aventure, mais encore plus depuis que la F1 revient. Les gens, je vois qu'ils ont hâte. Il y a beaucoup d'engouement face à ça. Puis l'autre chose qu'on a besoin, c'est oui des auditeurs, mais on a aussi besoin de des partenariats. On a aussi besoin des gens qui croient en ce projet-là, qui veulent nous aider à aller atteindre un autre niveau. Puis là, quand je parle d'aller atteindre un autre niveau, il y a un gars qui nous a vraiment pris au pied de la lettre parce que lui, son entreprise fait des escaliers. Donc lui, il a compris qu'on avait besoin d'aller à l'autre niveau. Fait que Bien joué. ça s'invente pas ces choses-là, là. Fait que c'est ça, c'est un entrepreneur québécois qui s'appelle Jonathan Descœurs, qui a l'entreprise Descœurs Incorporée.
qui croient à ces produits-là, comme le F1 Podcast, à ces initiatives-là qui fait qu'on veut faire rayonner le sport, on veut créer des produits qui sont d'ici, d'être capable d'avoir une visée internationale aussi, mais d'avoir un petit côté qui vient de chez nous. Donc, c'est un gars qui aime beaucoup ce qu'on fait, puis il a décidé de donner un petit coup de main. Tu sais, il m'a tendu la perche, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc, il a décidé de devenir un commanditaire officiel. Donc, si vous avez besoin, si vous avez des travaux à faire chez vous, que par rapport à un escalier, si vous avez des amis qui construisent des maisons ou des choses comme ça, tout ce qui est intérieur ou même le matériel, eux autres, sont des spécialistes là-dedans. Ils offrent un service humain et tout est fait sur mesure. Donc, moi, je suis pas un spécialiste dans l'escalier, fait que je vais laisser Jonathan Descœurs vous en parler si jamais vous avez besoin de ça. Vous pouvez communiquer avec lui. Les liens sont sur notre page Facebook avec la publication qu'on a mis. On va en parler au cours de la saison à certains moments. Là, c'est sûr que c'est eux qui vont nous présenter nos podcasts. Donc, à toutes les fois, je vais avoir une petite mention pour eux. C'est normal. Faut redonner à ceux qui veulent nous soutenir. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas les informations de Descartes Inc., vous pouvez m'écrire aussi à tout moment. Ça va me faire plaisir de vous les partager, de vous envoyer vers leur page Instagram qui est super belle. Ils ont une page Facebook aussi et un site Internet. Vous êtes capable de voir le travail qu'ils font. C'est super beau. Donc, encore là, d'une initiative locale à une autre, c'est toujours le fun qu'on se tente de la même, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, bien content de les avoir à bord. Donc, si je l'ai écrit sur Facebook, mais je le redis encore, bienvenue dans l'équipe à Des Cœurs Incorporés. Aujourd'hui, on a plein de sujets. On a décidé de faire un épisode spécial. Ça fait longtemps que Kevin me jase de ça. Kevin, c'est un amateur de prédiction. C'est un gars dans la vie qui a pas Mhm. peur de sauter dans la piscine à billets. Il veut se mouiller. Il veut prendre des risques et dire qu'est-ce qui va se passer au cours de la saison. Je trouve ça super le fun. Les auditeurs aussi adorent ce genre de jeu-là. Donc, on va se prêter au jeu aujourd'hui. On a encore du temps avant que la saison commence. On a ces petites 2 semaines-là entre la pré-saison et puis le début qui va commencer déjà. On est rendu à une semaine du début de la saison pour les essais libres qui vont avoir lieu du côté en Australie. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On se prête au jeu que Kevin veut faire. On va prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on croit qui pourrait arriver au cours de la saison. Ça change vite. Il y a 24 Grands Prix. On est en train de prédire un peu comment la saison va se terminer au mois de décembre. Donc, c'est très loin encore. Mais il y a des petits indices déjà qu'on a eu. Donc, on va prendre des risques aujourd'hui puis on va y aller avec ça. Si vous voulez bien, on va commencer avec quelque chose que j'ai déjà commencé à publier sur nos réseaux, c'est-à-dire les duels. J'ai identifié 2 duels qui se démarquent parmi les autres, toujours selon moi. Comme quoi qu'il y a deux équipes, 2 duos de pilotes qui risquent de se disputer des points au cours de la saison, peut-être même de diluer les chances de championnat des pilotes tellement qu'on a un duo qui est à part égale. C'est quelques saisons qu'on en parle en F1, vous voyez où je veux en venir. Les champions constructeurs, le duo Lando Norris et Oscar Piastri. J'ai demandé aux gens sur la page de F1 Podcast qui allait remporter ce duo-là. Aujourd'hui, c'est à votre tour de vous prononcer. Je commence avec toi, Kevin. Si je te dis en date d'aujourd'hui, Lando Norris ou Oscar Piastri, qui remportera le plus de points au cours de cette saison? En date d'aujourd'hui, Martin, je te dirais que mon vote va vers Lando Norris. Pas que Piastri n'a pas ses chances. Il a ses chances, oui, mais je crois qu'avec l'expérience, avec ce qu'il a réussi à avoir en bataille pour le championnat du monde l'année passée, je pense que Lando Norris a un petit avantage face à Piastri, mais il ne faut pas discréditer Oscar Piastri. Faut pas le De compter compter pour pour battu? battu, disons. Ouais, C'est c'est ça. ça. Puis de ton côté, toi, Jean-Christophe, est-ce que tu vois ça de la même façon? Est-ce que tu vois que Lando Norris va continuer d'avoir le dessus ou tu penses qu'Oscar Piastri, c'est la saison où je veux pas dire éclore parce que quand même, il a quand même montré des belles choses depuis qu'il est en F1, mais mettons prendre pour aller encore avec dans le même dans la même lignée que notre commanditaire Descartes Incorporé, prendre un autre niveau, là, monter un autre escalier, là. Bon, OK. Officiellement, ça va devenir la phrase pour le commanditaire. Ça va être à chaque fois le, l'élévation à l'autre niveau incorporé des Ouais. cœurs. Je sais pas quoi, ça va être. L'élévation, c'est ça, monter à On va l'autre trademark. niveau. Exact, exact. Présenté par Fait Descartes Incorporé. ouais. Et pour moi, cette personne-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle, en tout cas, c'est bien que tu l'as amené, mais Piastri, j'ai vraiment l'impression que ça va être sa saison à lui. Sa troisième saison avec une bonne voiture, peut-être pas aussi dominante qu'elle va être lorsqu'elle l'était dans la dernière moitié de la saison passée, mais quand même pas mal, toujours en avant, sûr et certain pour les premiers Grands Prix. Il était quand même assez rapide en testing, apparemment une voiture qui est extrêmement euh, pointeuse, qui est déjà un bon trait inhérent à avoir. Il faisait des bons temps sur des longs secteurs, et c'est des longues séquences. Et en plus de ça, sa troisième saison de Piastri, je pense qu'il n'a pas aimé ça de jouer euh,
un petit peu facile pour Lando essayer de gagner ses points l'année passée. J'ai l'impression qu'il va avoir un peu plus de chien puis prendre un peu plus d'assurance maintenant que c'est une nouvelle page vierge pour 2025. Il y a toutes ses chances autant que Lando au début de la saison. Il part les deux à 0 points. J'ai l'impression qu'il va plus prendre ses chances et prendre ses aises. Lando m'a pas montré qu'il savait quoi faire lorsqu'il a les opportunités à toutes les fois. Des fois, il le fait, des fois, il le fait pas. Pas de manière constante, pas assez pour que ce soit convaincant pour moi. Les gens du F1 podcast ont voté, c'est unanime, là. C'est à 80% pour Lando Norris, qui Ah aurait le ouais, hein? dessus. Oui, j'ai été surpris. Je pensais que ça aurait été, Intéressant. j'étais certain que ça aurait été beaucoup plus serré que ça. Moi, j'ai tendance à pencher de ton côté, Jean-Christophe, dans le Ah bon? sens que j'y vais avec Oscar Piastri. Si j'ai à conseiller Oscar Piastri, je lui dis, Oscar, les 5 premières courses de la saison sont excessivement importantes pour toi. Il faut que tu prennes le dessus à chaque qualification et à chaque Grand Prix. Montrer Hmm. tout de suite à McLaren que c'était leur cheval de bataille cette saison. Tout de suite créer un écart au classement. Je sais qu'on a la papaya rule puis que 5 courses ne fait pas Ouais. qu'on n'a pas une saison, mais je Ouais. pense qu'on a peut-être appris de ça, puis on veut pas. On va laisser un pilote probablement, sans trop s'interférer, on va probablement, si un pilote est capable de prendre une certaine avance. Puis l'autre donnée que je vais ajouter à ça, c'est l'agent de Oscar Piastri, c'est Mark Webber. Ouais, oui. S'il y a un gars qui est au courant de la situation, de comment ça peut virer vite un championnat. On se rappellera avec Sébastien Vettel, C'est Weber la meilleure Vettel. personne. Exactement. Je pense que Oui. c'est le meilleur conseiller qui peut dire comment faire pour rallier une équipe derrière toi et quoi ne pas Oui. faire justement pour échapper un championnat ou que l'équipe se rallie derrière un autre, derrière ton coéquipier, ce qui est un peu arrivé lui à son époque là. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Kevin? Je sais que tu y vas pour Lando Norris, mais es-tu d'accord que Mark Webber, c'est probablement le meilleur gars pour mettre les choses en perspective sur l'enjeu de la saison et l'enjeu du début de saison pour Oscar Piastri? Oui, absolument. Mark Webber a eu un parcours assez compliqué à ce niveau-là, surtout vers la fin de la saison. Ça s'est écoulé pour lui il y a plusieurs années. Mhm. Euh, Par contre, du niveau de Oscar Piastri, ce qu'il va falloir qu'il fasse, ce qui améliore, c'est ses qualifications. Oui. Je trouve que ça a été le point faible de Oscar Piastri la dernière saison, autant que par moment, il était excessivement rapide. Il pouvait vraiment se montrer sous son meilleur jour, que des fois, c'était assez compliqué. On le voyait septième, huitième, pas au niveau de Lando Norris. Donc, s'il réussit à faire à passer excusez l'expression, ce step-là, ça va l'aider. Ça va l'aider beaucoup. On se positionne mieux sur la grille et là, ça va aller mieux pour Oscar Piastri. Mais d'ici là, je trouve que Lando Norris, pas que je le considère meilleur, on avait fait une petite prédiction de qui on trouvait meilleur et tout. Je trouve toujours que Oscar Piastri a un talent brut supérieur à Lando Norris, mais je trouve que encore cette saison, je pense que Norris va avoir un petit avantage. Est-ce que ça va perdurer au cours des prochaines années? On verra. Mais je trouve que pour le moment, je donne un petit avantage à Norris. Ouais, Ouais, exact. je Le comprends où tu step, comme t'en. tu dis, Kevin, c'est pas juste un step normal, là, c'est un step d'écart qu'il faut qu'il prenne. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça, quand je l'ai entendu dire Excuse-moi. encore de parler d'un Oh boy. équilibre, je dis, je sais pas, il tourne autour du pot ou il veut que je recommence avec ça. Mais mais tout ça Bonne, pour bonne. dire, avec Lando Norris, Oscar Piastri, tu fais bien d'emmener le point. Oui, c'était les qualifications. On a vu aussi des erreurs, souvent mettre une roue à l'extérieur des limites de la piste, mettre quelques Mhm. roues à l'extérieur des limites de la piste, se faire effacer un temps, perdre une fraction de seconde, justement à cause qu'il n'était pas à point dans la précision. Puis c'est drôle parce que au départ, quand il était arrivé en Formule 1, on lui reprochait beaucoup sa gestion des pneumatiques en course. C'était surtout ce qu'on Mhm. voulait qu'il améliore. Là, ce côté-là, on dirait qu'il l'a comme travaillé. C'est pas encore parfait, mais c'est quelque chose qui vient normalement avec l'expérience. C'est très rare qu'on va voir. Tu sais, je me rappelle d'une conversation antérieure qu'on avait eue justement, Kevin, où tu disais que même Lewis Hamilton, à ses débuts, c'était pas nécessairement. C'est quelque chose qu'on lui reprochait aussi de pas être capable nécessairement de ménager les pneumatiques. C'est quelque chose qui vient avec Mhm. l'expérience, même chez les talents générationnels. C'est que ça prend du. Ça prend, oui, l'expérience, mais ça prend aussi une confiance et ça prend une compréhension de ces fameuses gommes-là qui changent à tous les années et surtout une compréhension de la voiture, ce que tu as entre les mains, une compréhension des circuits pour être capable d'en venir à venir minimiser l'usure là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment un autre métier dans ce temps-là. Là. Puis le métier commence à rentrer du côté de Scott Piastri. Bon, ben là, je vois que c'est plus mitigé de notre côté. Puis j'ai hâte de voir on s'en va. On n'est pas sorti du bois parce que l'autre duo, c'est le deuxième gros Ouais. duo
que j'ai décidé d'encercler. Je pense que Jean-Christophe, t'es déjà impatient d'en parler parce que d'après moi, tu sais où je m'en vais avec ça. Fait que, fait que je vais te donner la parole en premier. L'autre duo que j'ai entouré, bien, c'est bien sûr, c'est Lewis Hamilton versus Charles Leclerc. On n'a pas d'historique entre les deux parce que c'est la première fois qu'ils vont être coéquipiers. Nouveau duo Ferrari, qui va en sortir gagnant pour cette première Eh oui. saison-là? Et quel duo de coéquipiers à part de ça? Ouais. Ça va être extrêmement, infiniment intéressant de voir l'évolution de leur performance au cours de la saison. Deux excellents pilotes. Et j'ai hâte de revoir aussi à la fin de l'année, quand on va réécouter ce podcast-là, est-ce qu'on a eu raison, proche ou loin ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça Peut-être va qu'on être voudra pas le similaire. réécouter. Moi, non, moi, je vais vouloir, je vais dire, là, je vais vouloir faire un épisode à la fin de la saison qui est est-ce qu'on a eu raison ou pas. Là, Ouais. je vais peut-être m'assumer ce que je dis. Mais en tout cas, ça pour dire. D'après moi, ça va être similaire à les écarts de performance que George Russell a eu avec Hamilton l'année passée, avec Leclerc cette année chez OK. Ferrari. J'ai l'impression que ça va être deux saisons similaires. Ils vont être égales en points. Il y en a qui qualifient mieux un week-end, l'autre qualifie mieux. Ça s'égalise. Ils sont toujours à 5-10 points tout au long de la saison. Puis là, dans la course de l'année, c'est vraiment là que ça se décide. J'ai l'impression que ça va être une saison comme ça. Peut-être pas en dents de scie, mais des performances pas tout le temps égales. Vont pas toujours finir 3-4 ou 1-2 ou 5-6. Oui, mais Ça va être comme 1 puis 7, attends une seconde. d'après moi. Là, tu y vas que, en gros, tu tires que au pointage, ça va finir à être proche. Sauf que tu vois quand même des écarts, quoi. En qualification, tu vois que Leclerc en qualif va mieux faire, puis en course, du côté d'Hamilton, ça va être plus compliqué parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Toujours l'impression qu'Hamilton est fort en course. Peut-être il y a une Ouais. session de qualif qui a de la misère à vraiment assembler un tour au complet comme il le veut. Puis il se retrouve un peu plus loin, mais il est tout le temps capable de comprendre la voiture au fur et à mesure qu'il la conduit sur un stint à terre avec d'autres pilotes dans une course. Mhm. Puis j'ai l'impression que c'est ça son gros atout. Puis pourquoi il y a 7 championnats du monde, c'est ça. En course, 1-1 contre un autre pilote, même si c'est peut-être pas la voiture, il va être capable d'aller chercher la performance. Ouais, Fait sur que un c'est relais. pour ça qu'il est exact. C'est pour ça qu'il Ouais. était vraiment moins bon que Russell l'année passée en qualif. Mais ils ont fini dans la course de la saison presque égal en points. Mhm. Fait que au pire, ça va être ça parce qu'on voit aussi dans les essais que Leclerc est légèrement plus vite euh, sur un tour, mais Hamilton similaire sur un long relais. Ouais, Un sur long l'usure relais, des mais mettons un pneus, relais normal. sur la Ouais. comparaison de la voiture et toutes ces choses-là. De ton côté, Kevin, tu favorises Charles Leclerc cette saison ou tu penses que Lewis Hamilton, première saison chez Ferrari, va réussir à avoir le dessus? Ça serait toute une histoire si Hamilton réussit à avoir le dessus à sa première saison, mais je vais du côté de Leclerc. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à la Scuderia Ferrari. Mhm. Il est là depuis plusieurs saisons. Il a une Ouais. meilleure compréhension de la voiture depuis le temps qu'il est là, justement. Hamilton arrive dans un tout nouvel environnement. C'est la première fois qu'il va piloter une voiture autre qu'un moteur Mercedes. Donc, on va voir Très comment vrai. il va s'en sortir et tout. Euh, j'ai aussi peur de voir qu'est-ce qu'Hamilton va faire en qualification. Ça a été difficile la dernière saison. Autant on a vu des belles performances que parfois on s'est dit, oh, Pelaye, ça va pas bien, Lewis, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer cette saison. Puis juste savoir, des fois, si Hamilton connaît des difficultés, il part plus loin. Donc là, c'est plus difficile de faire du travail de rattrapage. Oui, il est très bon en gestion de course, on le sait, c'est Lewis Hamilton. Mais quand même, tu mets pas les chances de ton côté si tu pars plus loin quand tu te fais sortir en Q1 ou en Q2. Donc là, si tu arrives en Q3 comme un gars comme Charles Leclerc qui est extrêmement rapide, tu mets les chances de ton côté. Leclerc a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable d'aller chercher une belle gestion pneumatique. Il a réussi à le faire l'année passée. Ça n'a pas toujours été parfait, mais il y a des fois où ça a été extraordinaire, comme à Monza notamment. Donc, moi, pour ça, je vais avec Leclerc cette année. Moi, j'y vais du côté de Leclerc pour la même raison. En qualification, je pense que c'est là que ça va se jouer. Euh, Lewis Hamilton va réussir à revenir manger des points, rétrécir l'écart en course, sauf que le dommage va se faire le samedi, où ce que Lewis, trop souvent au cours de la saison, aura du rattrapage à faire. C'est pas parce que Lewis a nécessairement ralenti, même s'il est arrivé à une quarantaine d'années, oui, il nous a montré il était pas aussi dominant en qualification que ce qu'on a pu croire par le passé. Mais Charles Leclerc, de l'autre côté, lui, a fait des preuves que en qualif, il est parmi les meilleurs pilotes sur un tour donné.
Puis je pense qu'il y a encore énormément d'importance à donner à la journée du samedi. On l'a vu, là, ça a coûté le poste à Sergio Perez parce que t'es pas capable de positionner sa voiture dans un top 10. On est dans une F1 qui est tellement paritaire que quelques petits centièmes de seconde coûtent énormément de position au bout du compte. Puis, je suis pas en train de comparer Lewis Hamilton à Sergio Perez, là, loin de là. C'est juste pour montrer le point que des fois, ça déboule très, très vite. Ça déboule très vite. Si tu n'es pas capable de mettre tes tours ensemble le samedi, un gars qui nous avait habitués justement, comme Perez, à être capable de remonter le peloton et tout ça, à longue, ça devient excessivement difficile. Lewis Hamilton a plus de capacité, a beaucoup plus d'outils dans son coffre pour être capable de le faire. Mhm, Sauf que mhm. lorsque tu pars toujours plus loin sur la grille et que tu as la même voiture que ton coéquipier, normalement, c'est très, très rare que tu vas finir devant lui, à moins d'une erreur au puits. On le sait que c'est pas hors des habitudes de Ferrari de faire des choses comme ça. Sauf que au bout du compte, sur 24 Grands Prix, si tu pars toujours à l'arrière de l'autre voiture rouge, ben, j'ai beaucoup de difficulté à voir comment tu vas terminer devant au point. Donc, je pense que c'est ça que ça va jouer là. Mais si nous, on est au courant que Lewis Hamilton, ça n'a pas bien été ses qualifications, lui aussi est au courant. Donc, c'est certain qu'il travaille beaucoup là-dessus. Il va essayer de voir c'est quoi qui se passe, pourquoi que il n'était pas capable. Sauf que, tu sais, Kevin emmène le point, c'est nouveau pour lui. Donc, tous les petits réglages d'être capable d'aller chercher le maximum de la voiture lorsque ça va venir, là, Ouais. que ça se joue. Est-ce qu'il les a vraiment au bout de ses doigts? Est-ce qu'il sait vraiment tout ce qu'il peut faire dans cette voiture-là pour maximiser un temps lorsque c'est serré en qualification? Je pense pas. Donc, j'y vais avec Charles Leclerc, mais tu sais, d'une réponse à une autre, là, je pense pas qu'il y a de bonnes réponses aujourd'hui. Ça va être probablement très serré, mais je vois Leclerc prendre l'avance. Maintenant, on va aller dans des questions. On va laisser les deux duos que j'avais identifiés, puis on va aller dans des questions qui sont, je ne peux pas dire plus le fun, mais sont différentes. Dans le fond, en gros, on va prédire on va aller vers la fin de la saison. Donc, on se transpose, mettons qu'on est déjà rendu au mois de décembre. La saison est sur le bord d'être terminée ou elle est terminée. Puis là, je vous dis, en 2025, qui est la recrue de l'année? Donc, qui, selon vous, des jeunes, on en a beaucoup, là, c'est l'année des jeunes, là. Jack Doohan qui est là. On a Oliver Burman, donc Doohan chez Alpine, Burman chez Haas. On a Gabriel Bortoleto dans l'écurie Sauber Stack F1. Ensuite, Bortoleto qui est champion en titre de Formule 2. On a aussi le vice-champion de Formule 2, Isaac Hadjar, qui lui est du côté de Racing Bulls, la petite sœur de Red Bull. Et on a aussi Kimi ou Andrea Kimi Antonelli, qui a maintenant peut-être rendu un favori de Jean-Christophe Tran. On a maintenant un lien là, entre Antonelli et Jean-Christophe. Donc, ça reste à voir. Là. Puis je sais que c'est toutes des voitures différentes. Il y en a qui ont des meilleures voitures que d'autres. Mais si on y va vraiment dans l'ensemble de l'œuvre, là, qui va montrer les plus belles choses au cours de la saison? Je sais que du côté d'Antonelli, on a une meilleure voiture, peut-être plus de chances de se prouver, mais il y a aussi plus de pression, puis il y a aussi un coéquipier qui est nettement supérieur au coéquipier des autres. Donc, c'est différent la situation aussi. Donc, c'est pour ça que je le sais, je le prends en considération que les voitures sont différentes, sauf qu'ils ont aussi des environnements différents. J'ai pas ajouté Liam Lawson parce qu'à 11 Grands Prix, bien sûr, il n'est plus une recrue, même s'il est très jeune. Oliver Burman est limite pour se qualifier là-dedans, car selon les standards de la Formule 1, rendu à 3 Grands Prix et plus, tu n'es plus une recrue. Moi, je trouve qu'à 3 Grands Prix, là, éparpillé comme il les a fait, Oliver Burman, là, je m'excuse, je le considère encore une recrue, donc c'est pour ça qu'il est là. Je commence avec toi de ton côté, Kevin. Dans tout ce beau monde-là que j'ai nommé, là, selon toi, c'est qui va, à la fin de la saison, va décider comme étant, on va identifier comme avoir été le meilleur des pilotes? Moi, dans ce que j'ai pu voir dans les essais et toute la hype autour de lui, ça va être Antonelli. Pas nécessairement parce qu'il est dans une Mercedes. Oui, ça va aider, c'est sûr et certain, mais je trouve que le jeune, c'est un talent générationnel, puis j'ai l'impression, oui, il va faire des erreurs, c'est normal, mais j'ai l'impression qu'il va nous démontrer pourquoi il a autant d'attentes envers lui, pourquoi il est autant scruté à la loupe. Et ça, c'est pas n'importe qui qu'on voit des pilotes avec une attention comme ça. On l'a vu avec Verstappen et là, on le voit avec Antonelli. On a pu le voir avec Lewis Hamilton aussi quand il a débuté. Euh, pour moi, je pense qu'Antonelli va réussir à faire je dirais pas des miracles, là, mais il va réussir à faire des choses très intéressantes au courant de la saison. J'oublie pas Berman aussi, que je trouve qu'il pourrait être un bon candidat, mais pour moi, j'y vais avec Andrea Kimi Antonelli.
Donc, selon toi, Kimi Antonelli répond aux attentes Ouais. très élevées qu'il a puis je le dis là, puis je partage pas ça là, mais de chausser les pointures de Lewis Hamilton, même si c'est vraiment pas ce qu'on lui demande, mais indirectement, Ben oui. c'est un mariage, il va toujours être lié à Lewis Hamilton de toute façon à cause qu'il est son remplaçant. Et Lewis Hamilton a tellement marqué l'univers de la F1, mais aussi l'univers Mercedes, l'univers, oui, il a été chez McLaren, mais tous les 7 championnats qu'il a gagnés, qu'il a gagné, les 8 des constructeurs, les 6 des pilotes plutôt, tu sais, tout ça, ça fait que il y a vraiment, il est vraiment en part entière. Mercedes, c'est Lewis Hamilton, c'est synonyme de ça. Donc, d'arriver de le remplacer, on va toujours faire une petite comparaison, même si c'est pas très juste pour le jeune qui a à peine 18 ans. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce que c'est aussi Kimi Antonelli que tu penses qu'il va être recrue de l'année? Pour des raisons que à chaque fois que lui, il va avoir un bon week-end, ça va être décuplé du fait que, comme on l'a dit, son teammate, c'est George Russell, pas n'importe Ouais. qui. Et il remplace, en tant que petit garçon, encore une fois, de 18 ans, va remplacer Lewis Hamilton à sa saison recrue. Tout son stock, là, toutes ses pit carts ou les trucs, voyons, les couvertures de pneus, ces affaires-là sont numérotées encore Lewis Hamilton dessus, 44. Toutes les affaires. Ils sont encore en train de les enlever au testing. Ouais. Ça a un impact sur le psychique d'un pilote à un point que lui, si, malgré tout ça, il fait quand même bien, il est capable de, un week-end, quand même tôt dans la saison, capable de tenir en avant George Russell, ben, ça va être fou, là. Puis il a le talent de le faire. C'est ça qui est fou. J'ai hâte de le voir, ça. Si un gars comme, par exemple, Bordoletto était dans une Mercedes, je crois qu'il ferait des aussi belles choses, si pas un peu mieux, parce qu'il est un petit peu plus vieux, un petit peu plus de maturité, un petit peu plus d'expérience, d'assurance, etc. Mais c'est Antonelli et Antonelli est aussi un talent générationnel. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et parce que ces moments-là vont être décuplés du fait qu'il est dans une Mercedes et que ses bons résultats vont être à l'avant, j'ai l'impression que la loupe est juste plus grosse en avant, évidemment. Et c'est lui qui va l'avoir et il va le mériter. D'après moi. Moi, j'y vais dans le même sens que toi parce que je le dis souvent, lorsque ça va être la même réalité pour Liam Lawson, même s'il n'est pas considéré une recrue, lorsque tu avances dans la hiérarchie des voitures, et lorsque tu tombes dans une écurie principale, comme, bien sûr, là, sont facilement identifiables, les écuries principales en F1, on a McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes. OK? On est d'accord qu'il y en a 4 présentement, là, le Big Four, le top 4. OK? Donc, aussitôt que tu tombes dans ces voitures-là, là, tu te dois de compétitionner. Tu compétitionnes plus comme l'année dernière contre des Magnussen, Stroll, contre des Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas. Là, tout d'un coup, là, tu te dois de battre Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, qui est ton coéquipier, Max Ouais. Verstappen, tu te dois de battre Max Verstappen, Liam Lawson, c'est peut-être celui qui est le plus à niveau. Ensuite, Oscar Piastri, ou Lando Norris. Aussitôt que tu n'as pas le dessus sur ces gars-là, que je viens de nommer, ben, tu es exclu du top 5. Exact. Puis si moindrement, il y a Fernando Alonso que je peux ajouter là-dessus si Aston Martin lui donne une bonne voiture. Donc, c'est pas long, c'est pas long que tu es sixième, septième, peut-être même huitième. Fait que c'est une grosse compétition, c'est une grosse différence. Tu sais, je sais que je fais des comparaisons avec Lawson, mais Lawson, l'année dernière, il battait Tsunoda, tout le monde était content, était impressionné. Cette année, s'il n'y a pas le dessus sur Oscar Piastri, sur tout ce que je viens de nommer, il se retrouve proche Ça? de Tsunoda. Ouais. C'est ça. Puis ça va être la même chose pour Antonelli. Antonelli, on va se revirer de bord. S'il y a une mauvaise journée ou quoi que ce soit, on se rend compte, hey, il y a une Mercedes, il est 12e. Mm. L'impact est très, très gros parce que les gens contre qui il va compétitionner, ou même quand il va prendre un départ, je donne un exemple, il y a une belle qualification. Il part quatrième. À côté de lui, là, quand il va se retourner, là, il va peut-être avoir Lewis Hamilton juste à côté de lui dans une Ferrari. Ça, c'est parce qu'il y a eu une belle journée du samedi, mais là, le dimanche, sa récompense, c'est de dire, premier virage, je m'en vais un contre Lewis Ouais. Hamilton. Ouais. C'est toute une, en tout cas, c'est toute une différence. Mais je pense quand même qu'il va nous impressionner, mais je vais y aller avec un choix plus conservateur, peut-être plus facile, vous allez dire. Moi, je pense que c'est Oliver Berman qui va nous impressionner. Parce que oui, je l'ai dit tantôt, il y a 3 courses sous la cravate. Puis, il va y avoir une compétition contre Ocon. Il a été très, très bon contre Nico Hülkenberg l'année dernière. Puis Hülkenberg connaissait toute une saison.
très bon en Mm. qualification. Je sais qu'ici, au F1 Podcast, on l'apprécie beaucoup, autant du côté de Jean-Christophe que du côté de Kevin aussi. François Goulet, la même affaire. Donc, on aime beaucoup Hülkenberg. Mais Oliver Berman, à toutes les fois qu'il a embarqué dans la voiture, à dernière minute, il l'a su. Remplacement d'une suspension pour Magnussen. Remplacement de Magnussen qui est malade à Sao Paulo. Il a répondu, puis il a répondu en qualifiant sa voiture devant un gars d'expérience comme Nico Hülkenberg. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire contre Ocon. Fait que pour moi, j'y vais un peu plus facile, mais je dis pas que Anthony va connaître une mauvaise saison pour autant. Je dis juste que ça va peut-être venir brouiller un peu nos évaluations de ce qu'il fait quand on va voir qu'il va être à l'extérieur. Parce que exclu d'une d'une Q2, mettons, là, quand il va se faire éliminer en Q2, on va faire comme ah ouais, c'est pas facile. Parce qu'on a dans la tête que la Mercedes doit absolument passer en Q3 et avec raison. De mon côté, c'était ça. Là, il y a eu des changements, on l'a dit, il y a des pilotes qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. On a perdu, je vais appeler ça le trophée Logan Sargent, le champion destructeur. Fait que là, cette année, là, c'est pas simple, là. On a perdu Sergio Perez, qui est le champion en titre des destructeurs. On a Ouf. perdu Logan Sargent, qui aurait été probablement le champion double couronné des destructeurs s'il avait pas été, si on n'avait pas mis fin à l'expérience chez Williams à la demi-saison. Puis on a Franco Colapinto qui dirigeait drôlement vers un titre là, des destructeurs, lui aussi plus là. Donc on a perdu nos trois candidats à la destruction. Donc je vous demande cette année, ça va être qui va remporter ce fameux titre-là qui est pas très honorable à avoir, mais il est quand même décerné à chaque saison. Je commence avec toi, Kevin. C'est qui va faire voler du carbone partout? Hmm. Écoute, moi, j'y vais avec un pilote recru parce que des fois, on est téméraire, on veut tenter plus de choses, on veut se prouver, on veut, euh, on veut prouver aux yeux du paddock, on veut prouver aux yeux de la planète F1 que on est là et qu'on on veut mériter notre place. Pour moi, d'après moi, avec son tempérament, ça va être Isaac Hadjar. Parce OK. qu'il va vouloir tenter de prouver que si jamais Liam Lawson n'est pas au niveau, il va vouloir essayer d'aller chercher ce baquet-là, bien qu'il va être en comparaison avec Yuki Tsunoda. C'est un pilote assez fougueux. Isaac Hadjar, il est assez émotif. C'est un pilote au caractère bouillant. Je ne serais pas surpris que par moment, ça peut écouter quelques accrochages par-ci par-là. Ouais. De ton côté, Jean-Christophe, c'est qui va démolir sa voiture la plus souvent? C'est un bon, un bon, comment dire, Bon choix. voyons, un bon choix exact pour Kevin d'avoir dit Isaac Hadjar. J'ai l'impression qu'en tant que pilote recru, il y a des bonnes chances aussi que ce soit lui. Et en plus, c'est deux pilotes à caractère bouillant chez AlphaTauri et deux qui veulent se pourrir pour le baquet de Liam Lawson, qui les deux pensent qu'ils ne méritent pas probablement. Donc, ça va être une belle marmite sous l'organigramme Red Bull. Mais selon moi, ça va être, je sais pas pourquoi, j'ai comme mon petit doigt qui me dit Jack Doohan. Lui aussi essaie de prouver qu'il veut garder son baquet. Mhm. Puis à cause que Briatore il met beaucoup de pression sur Colapinto parce qu'il y a probablement plus d'argent à avoir avec Colapinto comme deuxième pilote chez Alpine que Doohan. Et Doohan, c'est sûr qu'il sent que la soupe et les carottes sont peut-être déjà cuites. Puis il n'y a pas le choix de rouler tout le temps avec le couteau sur la gorge et faire des erreurs en tant que pilote recrue. Et selon moi, c'est peut-être un des gars qui mérite peut-être pas d'être sur la grille. Les autres, je peux peut-être tout faire un argument pour comme recrue. Lui, il n'était pas pire en F2, mais clairement, il y a un petit peu de favoritisme. Il est bien joué ses cartes chez Alpine pour avoir son siège. Puis j'ai l'impression que ça va peut-être jouer contre lui, ça. Donc, La, ouais, je vais aller avec Jack Doohan un peu à la Logan Sargent. Peut-être pas aussi pire, mais dans la même étendue. la raison pourquoi je vais pas avec Jack Doohan, c'est que je vais brûler un punch peut-être d'une question qui s'en vient, c'est que je pense pas qu'il va être là assez longtemps pour coûter assez cher à l'équipe. Donc, Ouais, c'est pas faux, ça. Pas il faux, pourra ça. pas C'est un peu ce remporter. que je doutais, ouais. Ouais, il pourra pas remporter le championnat des destructeurs s'il sera pas là assez longtemps. Si on se fie avec ce qu'on entend, qu'il y a juste 5 grands prix d'essai, ça s'écoule assez vite. Il faudrait vraiment que ça soit catastrophique pour se rendre là, que personne va venir battre son record de destruction dans l'année. Le montant, la facture totale qu'il va occasionner à Alpine. De mon côté, je vais y aller avec Kimi Antonelli. Puis c'est vraiment pas, je sais que ça peut paraître négatif, mais c'est un apprentissage forcé. Il est très jeune.
Il a déjà coûté cher l'année dernière dans une séance d'essai libre. C'est un gars qui pousse énormément, qui va à la limite. Puis c'est encore là, je vous dis, c'est vraiment pas dans le fait qu'il n'y a pas d'affaires en F1 ou quoi que ce soit. Rappelez-vous, Max Verstappen a coûté excessivement cher dans ses premières saisons en F1 aussi. Puis ça ne l'a pas empêché de devenir un 4 fois champion du monde. Donc, c'est pas un désaveu envers Antonelli. Je pense que c'est simplement les circonstances que j'énumérais tantôt il va être opposé à des grands pilotes. Il va être forcé d'aller chercher, de retrancher les petits dixièmes, les petits centièmes de seconde qu'il va avoir besoin. Puis lorsqu'on demande à un pilote de faire ça dans un environnement qui est quand même assez nouveau pour lui, des nouveaux grands prix, une nouvelle cadence à maintenir aussi de 24 courses en pratiquement même pas un an, là, aller jusqu'à décembre, 24 Grands Prix, beaucoup de voyagements. Donc, les petites erreurs mentales, les petites erreurs de concentration, ça n'empêchera pas qu'il va connaître des beaux moments puis qu'il va nous faire lever de notre siège puis on va voir les signes d'un futur champion du monde à certains moments dans la saison. Mais à d'autres moments comme ça, on va juste voir l'inexpérience et la jeunesse prendre le dessus. Et ça, c'est juste normal et ce ne sera pas le premier en F1 à nous démontrer ça. Il est maintenant temps de passer aux couronnes qui sont un peu plus prestigieuses que celles de gagner le champion de la destruction, là. Qui va remporter le championnat des constructeurs cette année? Donc, on a parlé de ceux qui vont détruire des autos. Là, on parle du titre qui est donné à ceux qui en construisent, là. Ceux qui sont les champions en titre, c'est McLaren, l'équipe orange papaye. Et puis, ils sont favoris pour la prochaine saison. Là, reste à voir si du côté du F1 Podcast, ils le sont aussi. Je commence avec toi, Jean-Christophe Trahan. Est-ce que McLaren est toujours favori dans ton livre à toi? Euh, Moi, ma réponse courte est non. Moi, à avoir regardé, qu'est-ce que était l'évolution de McLaren l'année passée, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être moins de souffle que certains en arrivant dans l'année passée. C'est du souffle de la soufflerie parce que en étant extrêmement près en points l'année passée, comme Ferrari était de eux, et à un week-end d'avoir eux aussi pu décrocher le titre des constructeurs l'année passée, un bon week-end. Euh, Avec aussi beaucoup plus de temps à soufflerie, j'ai l'impression que Ferrari vont être très dangereux cette année. Il y avait peut-être un petit peu des sacs de sable dans leur nouvelle version de la F1 25 cette année. J'ai bien l'impression qu'ils vont être très rapides cette année, puis que ça va être du début de la première course. Et C'est c'est encore une fois mon petit doigt qui me dit des choses, juste parce que il était tellement après McLaren et Ferrari l'année passée à la fin de la saison, puis ils ont plus de temps à soufflerie dans l'après-saison. J'ai pas le choix d'assumer qu'ils ont peut-être un petit as dans leur manche que McLaren n'ont pas. Juste avec ça. Ça, c'est mon feeling. J'ai hâte d'entendre vos impressions, mais ça m'est vraiment plus comme quelque chose d'alarmant pour moi. Non, c'est pas Que, fou. Ferrari aussi, ça donne place à l'interprétation puis à plusieurs opinions, mais c'est probablement un meilleur duo cette année, statistiquement parlant. Même si Lewis Hamilton a 40 ans, il y a une feuille de route ça ne vaut même pas la peine d'en comparer, mais qui est nettement supérieure à celle de Carlos Sainz. Est-ce que la motivation de Charles Leclerc d'avoir un Lewis Hamilton de l'autre côté du garage plutôt justement qu'un Carlos Sainz est supérieur? Moi, je pense pas que c'est trop de m'avancer que de dire que oui, Charles Leclerc va être beaucoup plus motivé cette année à sortir des bons résultats et à battre Lewis Hamilton. Donc, juste là, c'est un cocktail pour faire en sorte que Ferrari va chercher plus de points. Après ça, bien sûr, il reste le côté, comme tu parles, il reste la voiture. Faut que la voiture soit au rendez-vous. Sauf que juste là, selon moi, il y a déjà un plus pour marquer plus de points. Et ouais, puis, tu le disais, ça s'est joué très, très près au dernier Grand Prix. Donc, ces petits points-là qu'on a peut-être laissés sous la table, justement, à cause du duo de pilotes, euh, peut-être que cette année, justement, on les perd pas. Ça fait une compétition au championnat qui est beaucoup plus serrée. Donc, c'est pas fou. C'est pas fou d'y aller avec Ferrari. Toi, de ton côté, Kevin, tu mets qui pour remporter le championnat des constructeurs? Moi, je vais y aller dans la continuité avec McLaren parce en tout cas, de ce qu'on a vu dans les essais hivernaux, c'est quand même prometteur sur les longs relais de course. Avoir la continuité, je pense qu'on a appris avec McLaren, on a appris à gagner. Oui, on a passé proche de se faire battre par Ferrari. Cependant, les débuts de saison de McLaren des dernières années étaient assez poussifs. Et là, je pense qu'on a compris
quelque chose chez McLaren et on va commencer du meilleur pied pour réussir à pas arriver à la fin de la saison et à se faire poursuivre d'assez près. Ça se peut que ça arrive, bien sûr, mais j'ai l'impression que McLaren va être mieux préparé. J'ai l'impression que ça va être mieux fait, on va mieux comprendre les choses et avec un duo de pilotes qui est déjà ensemble, qui va être à leur troisième saison, si je m'abuse. Euh, j'ai l'impression que on va réussir encore une fois, à aller chercher le titre constructeur pour 2025. McLaren, c'est ce qu'il faut prendre en considération, c'est situation un peu particulière, malgré qu'on a gagné le championnat des constructeurs, on a quand même développé la voiture de 2025 avec plus de temps en soufflerie que certains de nos compétiteurs. Parce que on est arrivé, là, on a pris, dans le fond, c'est le scénario idéal, on a pris la tête du championnat après le 1er juillet. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on donne les allocations. C'est vraiment à partir du 1er janvier que là, on a redistribué le temps en soufflerie. Donc là, à ce moment-là, McLaren a perdu du temps simplement seulement le 1er janvier. Donc, le 1er janvier, la voiture qu'on connaît présentement était déjà construite. C'est vraiment rendu au mois, à la mi-saison qu'on va pouvoir voir les autres équipes bénéficier de leur avantage en soufflerie sur McLaren et voir McLaren être au détriment des autres. La situation que Red Bull était depuis 3 ans, là, où ce que tout le monde a un avantage lorsque vient le temps de développer la voiture. McLaren ne l'a pas ressenti encore, cet handicap-là. Ça va commencer, ça ne commencera pas dans les premières courses, ça va commencer à se faire sentir aux alentours là, de la mi-saison. Donc, ça va être de voir qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en banque, qu'est-ce qu'on est capable de développer. Et comme tu le mentionnais, Kevin, est-ce qu'on a réussi à prendre un assez grand écart au début? Est-ce qu'on a vraiment un élan pour nous pour empêcher les autres de venir nous rejoindre? T'sais? Fait que c'est tout là que ça va jouer. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier de considérer le fait que pour la première fois depuis 1998, oui, oui, 1998 la dernière fois, moi j'étais à l'école primaire, là, McLaren a la cible sur le dos. Ça, c'est Mm. comment on va répondre avec ça. Kevin, tu mentionnes que tu penses qu'ils vont bien faire, qu'ils vont avoir un bon départ, tout ça. De mon côté, c'est quelque chose qui pique beaucoup ma curiosité. J'ai hâte de voir comment on va réagir à ça lorsque tout le monde est après nous, tout le monde veut venir nous chercher, tout le monde veut prendre ce qu'on a. Euh, on gagne aussi l'avantage du premier garage. Il faut le dire aussi. Ça, des fois, on ne pense pas à ça en considération pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept. Lorsque tu remportes le championnat des constructeurs, c'est toi qui as la première porte de garage quand tu rentres dans les puits. Ça peut être un avantage à certains écarts, puis ça peut être des fois un désavantage aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment on va travailler avec ça. Mais ça vient aussi avec une pression. Ça vient qu'à toutes les fois que tu arrives sur un circuit, tes mécaniciens se font rappeler qu'ils sont l'équipe championne et qu'ils défendent une position parce que tu te places Mm. toujours dans le premier garage. Donc, tu n'oublies pas que c'est toi le favori. On n'est plus le terme là, en sport qu'on utilise souvent, le underdog, là, le chien d'en dessous, si vous voulez le traduire en français, je pense pas que ça se dit vraiment, là. Le Mais mal-aimé. le mal, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire, cette donnée-là, j'ai hâte de voir comment McLaren va répondre. C'est pour ça que c'est la question que je trouve la plus difficile pour moi. J'ai vu Ferrari montrer des belles choses, mais Ferrari, par le passé, nous a habitués aussi à être capable de se tirer dans le pied. Puis lorsqu'on a déjà on se rend compte qu'on s'est tiré dans le pied, on se rend compte qu'il y a encore une balle dans le fusil, puis on en tire une deuxième dans l'autre pied, là. Ça, Mm. on est capable de faire ça chez Ferrari. Donc, j'ai hâte de voir, mais le fait qu'on a un meilleur duo que l'année dernière, je pense que j'ai pas le choix de concéder l'avantage pilote, même si j'adore le duo puis le jeunesse Norris et Piastri. Je pense qu'on a de l'expérience, beaucoup plus d'expérience du côté de Ferrari à cause de Lewis Hamilton. Donc, je vais que Ferrari remporte le championnat constructeur pour moi cette saison. Ça va faire longtemps qu'on n'en a pas gagné un. Les tifosi vont être contents. Ça va être bon pour le spectacle. Ça va être bon pour la business de la F1. Je vois un championnat très serré, mais je vois Ferrari avoir le dessus là. Puis si on est chanceux, puis je pense pas que c'est une trop grosse prédiction de dire que ça va se régler au dernier Grand Prix de l'année. Ça serait assez intéressant à voir. Euh, Ah ouais. si si on donne la couronne de championnat des constructeurs à Ferrari, là, je veux qu'on se décide de dire qui va être le directeur général, le team principal, le directeur d'écurie de l'année. Si, mettons, on est dans un univers où Ferrari remporte le titre, est-ce que c'est Frédéric Vasseur qui est le directeur de l'année, selon toi, ou tu penses que
sais, toi, tu es dans une perspective que ça va être McLaren. Pour toi, Kevin, ça va être qui le directeur de l'année? Est-ce que c'est absolument, ça va de soi, l'équipe qui remporte a le meilleur directeur? C'est sûr que c'est un très bon choix, évidemment, mais moi, je vais y aller avec une équipe que je pense qui va faire une belle progression cette année et la personne, c'est James Valls, donc J'ai le même Williams. choix que toi. Ouais. Ah, bon, ben c'est bon, on est Ouais. connecté. Ouais. Moi, j'ai l'impression que James Vaz fait un très bon travail depuis qu'il est là et j'ai l'impression, comme dirait Jean-Christophe, c'est mon petit doigt qui me dit quelque chose, j'ai l'impression que Williams va réussir à nous montrer de belles choses cette saison, une belle amélioration. Donc, avec le travail de recrutement qui s'est fait, notamment d'aller rechercher Carlos Sainz, moi, j'ai l'impression que on va avoir des belles choses, puis James Vaz va mériter ce titre de directeur de l'année. Un peu comme au hockey, le titre Mhm. du meilleur entraîneur ou du meilleur Mhm. directeur général ne va pas nécessairement à l'équipe qui remporte le championnat. Va souvent à l'équipe qui a eu la plus belle progression ou l'équipe qu'on n'attendait pas, puis qui Mhm. sort un peu de nulle part. Cette saison, moi, je partage l'opinion de Kevin. C'est pour ça que je posais la question, même si pour vous, ce titre-là est relié nécessairement à une couronne. Je pense que à certains égards, comme cette saison, on aurait pu dire que c'est Andrea Stella qui a été, mettons, le directeur de l'année parce que il y a eu énormément de choses à faire du côté de McLaren. On a fait du ménage, on a pris des décisions difficiles, puis forcé d'admettre qu'on a mis le bateau dans le bon sens. Oui, c'est une drôle de situation chez McLaren dans le sens qu'on a un PDG qui est omniprésent. On n'a pas la formule Mercedes avec Toto Wolff qui est PDG, directeur d'écurie. La formule Red Bull où on va de la même façon, où ce que Christian Horner est un PDG de l'entreprise et directeur de l'écurie. On a vraiment deux chapeaux du côté de Zach Brown qui va vraiment chapeauter tous les départements. Et on Andrea Stella, mais si on a à choisir cette saison, c'était probablement lui qui était le directeur de l'année. Sauf que là, si McLaren répète, est-ce qu'on lui donne vraiment le titre? Si du côté de Frédéric Vasseur, on gagne le titre du côté de Ferry, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, est-ce qu'on y va? Parce que c'est quand même dans sa décision à lui qui a aidé à emmener Lewis Hamilton. Donc, on pourrait dire que ça a été un pari qui a été gagné. Malgré tout ça, là, tous ces scénarios-là, je pense que c'est quand même James Valls qui va voler la vedette parce que si on réussit à prendre Williams, on a eu du momentum une saison. L'année dernière, c'était un petit peu en arrière, mais on nous a dit que c'était pour mieux avancer. Mais si vraiment on réussit notre pari, puis on commence à ramener Williams, déjà qu'on a attiré Carlos Sainz, puis on le place là, dans un possible top 5, et on se bat même peut-être pour continuer de gagner des podiums, des choses comme ça, et à ce moment-là, c'est sûr que c'est lui qui remporte haut la main dans mon livre à moi. De ton côté, Jean-Christophe, tu en penses quoi de ça? Ah, vous êtes plate, vous m'avez tout volé mes réponses. Caroline, j'allais littéralement. C'est pour ça que je te laisse Ben, parler avant des fois. ouais, ouais. Pas grave. Ça veut dire qu'on est tous sur la même page, mais encore une fois, dans l'univers où est-ce que Ferrari devient champion constructeur l'année prochaine, Frédéric Vasseur serait, selon moi, la révélation. C'est lui qui a assemblé les pièces comme Thanos a assemblé les pierres sur son gant en acier pour pouvoir aller chercher un champion constructeur pour Ferrari pour la première fois depuis 2007. Et sinon, James Bowles, avoir cherché Carlos Sainz encore une fois. Oui, peut-être pas de la trempe de Lewis Hamilton, mais a l'expérience de rouler dans une équipe qui roule en avant et de bien faire. Et ça a une grosse influence sur la culture d'équipe. On l'a un peu vu, de la manière qu'il gère ses relations publiques et de la manière qu'il s'est comporté dans les journées de test à Bahreïn. Il était extrêmement rapide, honnêtement. Encore une fois, est-ce que c'est lui vraiment qui a eu le meilleur temps overall sur les 3 jours? Il me semble que c'est ça que j'ai vu, Oui, hein? c'est lui. Oui, Mhm. oui, c'est lui. Ouais. C'est sûr qu'il y a des Pas la dernière circonstances. journée, Ouais. mais c'est ça. Lui, le temps, c'est ça, overall, dans les 3 jours. Je veux C'est un dire, c'est gars. pas rien, là. Non, C'est non, c'est pas rien. Williams, là. Il est pas habitué avec l'auto aussi encore, là. Il le dit lui-même, j'étais un Ben peu oui. perdu dans la voiture. Fait que c'est sûr que on l'a mis en perspective dans notre épisode de retour sur la pré-saison. C'est sûr qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Sauf que quand même, c'est du potentiel. Comme la conclusion Ouais. qu'on avait tirée avec Kevin, c'est de dire, est-ce que Williams est la voiture la plus rapide? Non. Mais est-ce qu'on a eu une progression? Oui. Décidément, il y a une progression qui est faite. Nettement, ouais. Il reste juste à la mesurer par rapport à la progression des autres écuries pour vraiment être capable de l'évaluer. Des gens qui étaient très près sur place, qui ont vu la stabilité de la voiture, qui ont regardé ça, ont transmis l'information comme quoi que de mettre Williams comme étant la cinquième meilleure voiture du peloton, c'est pas déproportionné comme déclaration. On a Ouais. même dit la même chose Et, pour Alpine. Donc, et peut-être, ouais, peut-être mieux. J'ai vraiment la misère à croire que
chaque autres manufacturiers ont pas fait une run vraiment optimale, qualification, comme Williams ont fait et qui ont eu le meilleur temps. Inconcevable pour moi. Ouais, Mais je peux avoir tort, là. Williams a admis avoir mis les périphériques du moteur beaucoup plus haut que les autres. On avait cette liberté-là. On voulait vraiment savoir ce qu'on avait dans le ventre. On est allé le voir. Il reste vraiment l'unité de mesure, c'est de voir ce que les autres ont. Mais il y a Ouais, nettement une amélioration. Donc, ça serait très décevant de voir Williams à côté de Stack au premier Grand Prix de l'année, même si Australie, c'est pas Australie qui définit une saison. Mais il reste à voir ça. Mais de ton côté, de toute façon, on peut dire qu'on est pratiquement tous d'accord. Oui, Frédéric Vasseur, une belle notion, mais tu penses que quand même James Valls a ce qu'il faut pour peut-être voler ce titre-là à la fin de la saison et retenir l'attention comme étant le directeur de l'année. Là, maintenant, c'est le temps de donner la couronne la plus prestigieuse, c'est-à-dire le champion des pilotes. Ça fait 4 ans qu'elle est décernée à la même personne. Avant ça, on a eu le règne de Lewis Hamilton. Est-ce qu'on va venir à couronner quelqu'un qui n'est pas Max Verstappen ou Lewis Hamilton, ou vous pensez que ça pourrait être encore un de ces deux-là? Je commence avec toi, Kevin, sur celle-là. C'est qui le champion des pilotes cette année? Écoute, en termes de parité, on en avait déjà parlé, Martin. Oui, En termes de parité, c'est un pilote, c'est Verstappen. oui. On le sait, c'est le meilleur pilote absolu. Et si Red Bull peut produire une voiture capable, je dirais pas d'être parfaite, égale avec McLaren, mais même si elle est un petit peu inférieure, Verstappen va limiter les Carence de la voiture, il va réussir à aller chercher, à extraire le maximum de cette voiture-là. Puis souvent, Verstappen est capable de faire des miracles comme il a toujours été capable d'en faire. Donc, moi, à mon avis, si Red Bull réussit à faire un très bon développement sur la RB 21 et que McLaren se vole des points, les Piastri, Norris se volent des points un à l'autre et tout, et Verstappen réussit à profiter de ces moments-là, ça peut être la même chose du côté de Ferrari aussi. Et pour moi, je pense que Verstappen est capable de viser un cinquième titre consécutif. Tu le mentionnais, ça a été une rhétorique que j'ai conservée la saison dernière lorsqu'on commençait à avoir une vision vers 2025 puis à entrevoir ce qui pourrait se passer dans cette saison qui sera, selon moi, historique, une saison très paritaire. Pour moi, la parité, c'est synonyme de Max Verstappen. Si on place les 20 pilotes dans des voitures pratiquement égales ou ne serait-ce que identiques, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas placer mon argent sur Verstappen. Et si je le fais pas, et advenant qu'il remporte le titre, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir, je vais faire comme tu le savais, la réponse pourquoi tu l'as pas choisi. Donc, il vient d'en gagner 4 en ligne. La saison dernière, ça a été compliqué. 70% de la saison, il n'avait pas la voiture la plus rapide. C'est à partir de Miami que McLaren était la force en F1. Après ça, on a eu des moments où ça a été Ferrari aussi qui était très, très fort. Malgré tout ça, il a quand même réussi à surmonter, à aller chercher des petits points un petit peu par là, à aller saisir des victoires à des moments où c'était pratiquement impossible. Quand on a Sao Paulo en tête, c'est dur de penser que quelqu'un l'avait sur sa carte de bingo au début de la course, là, où il était positionné. Euh, donc, j'ai pas le choix d'y aller par. Si je me trompe, puis c'est quelqu'un d'autre qui gagne, tant mieux. Mais s'il faut que je prenne pas Verstappen, qui remporte un cinquième titre consécutif, je vais vraiment m'en vouloir. Donc, j'y vais avec le choix facile pour entretenir ma santé mentale et je prends Max Verstappen comme champion des pilotes cette saison. De ton côté, pour une cinquième année consécutive. De ton côté, tu y vas avec qui, Jean-Christophe? Ah, que c'est dur. J'ai aussi le même réflexe que vous de jamais mettre mon argent contre Max Verstappen, même s'il n'y a pas la meilleure voiture, même s'il n'y a pas la deuxième meilleure voiture. Moi, je crois qu'il peut, de très près, là, ça serait vraiment au dernier Grand Prix, par exemple, là. S'il y avait la troisième meilleure voiture ou la deuxième meilleure voiture de certaines parties de la saison, je mettrais quand même mon argent sur Max Verstappen. Je pense que Mhm. ça va être encore une fois, un peu comme le championnat des constructeurs, ça va être un championnat qui va aller jusqu'à la fin, va être très près. Mais il y a toujours le petit, en plus d'être déjà le Max Verstappen qui l'a toujours été, là, il y a 4 championnats du monde en la cravate. Je veux dire, c'est plus que Senna, c'est plus que d'autres très, très grands pilotes, c'est plus que Mika Hakkinen. C'est tous des grands pilotes qu'on regarde d'en bas aujourd'hui. Les autres sont vraiment dans la stratosphère des bons pilotes. Lui, il est là.
Et encore une fois, même affaire pour Lewis Hamilton. Je peux pas vraiment mettre mon argent contre lui, peu importe ce qui arrive avec Ferrari. Mais c'est lui qui est le dans les voiles, bien évidemment. Et ouais, moi aussi, pour ma santé mentale, je peux pas être le gars à la fin de la saison qui se dit ah merde, c'est encore Verstappen. Bon, mon Dieu que j'ai pas le mot en français, mais j'étais foolish. Ouais. Ouais, naïf, mais c'est ça. Naïf, c'est ça, on a mis mon argent en compte, tu sais. Ouais, Je c'est peux, ça. je veux pas vivre avec ce remords-là. Non, je Fait que sais, moi aussi, j'en ai pas je, Verstappen. je sais que les gens vont dire, ah, c'est le choix facile. Ben oui, c'est justement, c'est le choix facile. Fait que si je le Non, c'est pas prends pas, logique, c'est pas la même chose. Ouais. c'est ça, je le prends pas, je fais pas. Tu fais bien de l'apporter dans le sens qu'il y a 4 championnats dans son sac. Quand ça va venir serré, à part Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, puis Fernando Alonso va être réaliste, je pense pas qu'il va être dans cette discussion-là. Il devrait même pas l'être aujourd'hui. Il va l'être encore moins rendu si on se range jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi, là. Mais le- c'est ce que tu as dans ton sac, l'expérience que tu as. Et si c'est encore un championnat, on le dit hyper paritaire, ou ce que peut-être tu as 3, 4 pilotes qui peuvent saisir ce championnat-là, ben, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui ont déjà été dans ce genre de situation-là. Donc, à part Lewis Hamilton ou Max Verstappen, il n'y en a pas qui vont être dans cette bagarre-là. Ça va tout être des terrains inconnus pour le reste. Ça soit Oscar Piastri, que ça soit Lando Norris, que ça soit Charles Leclerc, on va se retrouver dans des situations où Verstappen va savoir exactement ce qu'il a à faire pour saisir le titre, puis il va leur arracher dans tous les doigts. Donc, encore là, je vois pas de scénario, à part une voiture catastrophique pour Red Bull, des abandons, Mm. je vois pas de scénario où on est dans une saison où c'est hyper serré et que Verstappen ne réussit pas à aller, à moins que la voiture McLaren soit hyper dominante. Mais encore là, on va se diluer parce que hyper dominante, des fois, Lando Norris, il n'y a pas toujours la main mise pour tout remporter ou saisir l'opportunité, même si la voiture est hyper rapide. Donc, Ouais, Oscar Piastri va venir gruger des points, il va rendre service à Max Verstappen et ça va être la même affaire du côté de Ferrari. Charles Leclerc, s'il connaît un bon week-end, il y en a un autre que c'est Lewis Hamilton va y en gruger un peu, mais du côté de Verstappen, il s'en fera pas enlever par Liam Lawson, il se fera pas tracasser par ça. ouais, Euh, exact. donc, c'est ça. J'y vais avec Max Verstappen pour une 5e fois. Vous allez peut-être être déçus, les auditeurs, d'entendre ça, mais je suis certain que vous nous écoutez présentement, que si vous soyez dans votre voiture, votre autobus, votre camion, votre salon, au gym, puis vous dites, ouais, si j'avais vraiment de l'argent à mettre là-dessus, je pense que j'en mettrais aussi sur Max Verstappen parce que sinon, c'est ça, vous risquez de le regretter. J'ai préparé 2 questions bonus. Mais à vrai dire, Kevin a préparé 2 questions bonus pour nous aujourd'hui. J'ai décidé de vous les demander parce qu'on a du temps, fait que c'est le fun. Si on y va avec la surprise de l'année, quelque chose là, de Mm. complètement champ gauche qui pourrait se produire, qui pourrait arriver, qu'on n'attend pas, qu'on planifie pas aujourd'hui, là. Justement le contraire de Max Verstappen, champion du monde, là. Quelque chose qu'on s'attend pas. Là. Vas-y avec toi, on y va avec toi en premier, Jean-Christophe. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait se produire cette année qu'on n'attend pas en tout? Euh, Pas une surprise tant que ça, mais qui serait surprenant, peu importe. Ça serait, moi, je crois, dans les premiers 5 week-ends de la saison, on va avoir au moins Tom Williams pour des circonstances X. Instabilité de performance parce que c'est le début de la saison. Réajustement peu facile pour certaines équipes en voyant des conditions différentes de Bahreïn et plus réelles au premier Grand Prix. Et j'ai l'impression que Williams, avec un Carlos Sainz qui a un peu le couteau entre les dents, un peu, il a probablement sur le cœur encore. Il a besoin de se retrouver, de prouver que c'est un pilote de première classe. J'ai l'impression qu'il va aller chercher un podium au moins pour Williams, vraiment au tout début de la saison, qui va vraiment donner un beau boost d'énergie à l'équipe. Puis ça va un peu rester une tendance de comme ils sont dangereux dans les best of the rest, disons Ouais, dans les meilleurs du reste du peloton à part les 3 grosses équipes. je J'ai comme sais. ce petit, encore une fois, mon petit doigt. Je sais déjà la réponse à Kevin parce qu'on a eu des discussions là-dessus. Puis je peux te dire que tu as un allié là, dans ce que tu passes, dans ta surprise de l'année. Là. Il est All right. pas mal d'accord de son côté. Juste avant de passer à Kevin, moi, ma surprise, ça n'en est peut-être pas une, OK, pour bien des gens. Je pense que Kimi Antonelli va gagner au moins une course. Ah, Puis, c'est bon, ça. ouais, je le vois l'en gagner. Tu sais, je le sais qu'une fois qu'il va l'en gagner une, on va faire ah, bon, on le savait, il était bon. On l'a vu arriver, on le savait. Mais c'est quand même le fait Mm, de le faire dans une saison aussi serrée, de ouais, gagner un Grand Prix. Il va aller dans la même veine que Max Verstappen qui avait gagné, oui, à sa 2e saison, mais aussitôt qu'on l'a mis dans une voiture
d'écurie principale. La première course qu'on l'a mis dedans, il l'a gagné. Je ne dis pas que ça va être ça avec Antonelli, mais lorsqu'on regarde un gars plus près de chez nous, Jacques Villeneuve, aussitôt qu'il est arrivé, il était commencé dans une bonne écurie, une bonne voiture, c'était un gars talentueux, il a réussi à trouver une façon, et dans le temps, là, c'était pas des championnats de 24 courses. Il a quand même réussi à trouver une façon de remporter, en remporter des courses. Après ça, Lewis Hamilton, il arrive, il s'assied dans une McLaren, bonne voiture, beaucoup de pression. Le Fernando Alonso comme coéquipier trouve la façon au Grand Prix du Canada à Montréal de gagner une course. Donc, je pense que Kimi Antonelli va nous offrir ça cette saison. Puis ça va être excitant de voir ça. On va être content Moi de aussi. voir ça. Donc, ça, c'est ma surprise. Pour certains, c'est peut-être que ça n'en est pas une. Mais quand même, un gars de 18 ans à qui on reprochait d'avoir rien gagné, d'avoir, à part des séries régionales, de pas être si bon que ça en Formule 2, s'assire dans la Mercedes où, comme tu disais, on a enlevé des collants, les collants du numéro 44, pratiquement, on est encore en train de les arracher après le plancher de sous les coffres quand lui arrive, s'assied dans cette voiture-là, répond aux attentes et remporte au moins ne serait-ce qu'une course cette saison. Pour moi, ça serait quelque chose de très intéressant et ça serait une surprise en soi. De ton côté, Jean-Christophe, pas Jean-Christophe, je t'ai déjà répondu. De ton côté, Kevin, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ce que Jean-Christophe a dit tantôt? Savoir un peu là où est-ce que tu voulais aller dans ta surprise de l'année, là. Ouais, ben, si je peux choisir un pilote qui serait ma surprise de l'année, c'est Carlos. Carlos Sainz, je pense qu'il va faire des petits miracles à gauche, à droite pour Williams. C'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui est capable de tirer profit de plusieurs situations, un pilote qui est capable de bien calculer la stratégie. Donc, oui, pour moi, j'y vais avec Carlos Sainz, mais je te dirais surtout, Martin, je pense qu'on aurait un podium sans les quatre top teams. Donc, un podium sans Red Bull, sans Ferrari, sans McLaren et sans Mercedes. Ça, c'est ma prédiction du champ gauche. Ça donne la course Pas de l'année, fou. hein? Ouais. Parce que si on, faut qu'il arrive quelque chose, là. Pour qu'on n'ait pas Oh, de ouais. Red Bull, fait que ça, c'est la course de l'année, c'est certain. Ouais. C'est une journée de pluie, c'est une journée, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est certain que cette course-là, si elle arrive, c'est elle qui va être entourée à la fin de l'année, comme quoi que ça a été tout un week-end de course, là. Mais D'habitude, je suis ouais. très conservateur dans mes, dans mes prédictions, mais Là, celle-là, je me suis laissé tenter de me dire, je vais essayer, comme on dit, un long shot là, en anglais, mais Ouais. là, c'est ma prédiction. Il va pour le trou d'un coup. Ouais, exactement. Écoute, je reste avec toi, Kevin. Je reste avec toi, Kevin. On dit la surprise de l'année, mais qu'est-ce qui va avec la surprise de l'année? C'est aussi peut-être la déception de Mhm. l'année. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de te prononcer sur qui va te décevoir? Encore là, c'est toujours relatif aux attentes qu'on a de bâti en soit l'écurie ou un pilote en tant que tel ou un directeur d'écurie, quoi que ce soit. Mais c'est toi, selon toi, la déception de l'année, ça sera quoi? D'après moi, la déception de l'année à voir que. Ce qu'on a vu, encore là, ça reste les essais hivernaux, mais ça sera Aston Martin. Ouais, hein. Moi, je pense qu'Aston Martin, ça va être très compliqué cette saison. On va voir deux pilotes assez avec la baboune au visage, notamment Fernando Alonso, quand ça fait pas son affaire, on sait de qu'est-ce qu'il est capable de dire et de faire comme Man, ça loin commentaire. de Donc, toujours la baboune au visage, là. ouais. Donc, ouais. Pour moi, ma déception de l'année, ça va être Aston Martin. Ouais, moi aussi, j'y vais avec toi. J'ai le même choix que toi, c'est Aston Martin. Puis c'est parce que j'ai encore des attentes envers eux. Même si on le sait, on passe à 2026 dans leur tête, on est allé chercher Adrian Newey, on a Andy Cowell qui est rendu directeur général. Tu sais, toutes ces choses-là, oui, on anticipe 2026 à Conda et tout ça. Sauf que on allait si bien en 2023. On riait, là, la Red Bull verte, puis là, finalement, Dan Fellows qui arrive, puis ça a duré, ça a tellement pas été long que ça a montré que c'est simplement ce qu'on avait. Tu sais, ça a donné raison aux gens qui disaient, ah, c'est juste une Red Bull verte, mais aussitôt qu'on a écoulé tous les secrets qu'on avait de Red Bull, puis on n'a pas été capable de développer là-dessus. Puis on est en 2000, puis c'est les propres dires de Fernando Alonso, on est rendu en 2024, puis on répétait les mêmes erreurs, puis là on est rendu en 2025, puis ça voudrait dire que s'ils sont notre déception, c'est qu'on répète encore ces erreurs-là, puis qu'on n'a pas appris. Donc, en gros, c'est une déception. Oui, il va toujours avoir la consolation que Adrian Newey est là, mais quand même, quand même. Tu sais, c'est un désaveu envers tout le personnel qui est là. Tu sais, je crois beaucoup en Adrian Newey, mais faut dire que chez Red Bull, il y avait d'autres personnes aussi. Tu sais, ça vient
Frédéric Vallée, qu'on a eu souvent à l'émission quand même, qui nous l'a expliqué à quel point que il y a c'est ce qui l'avait étonné la première fois qu'il avait rentré là, à quel point que oui, il y a AJ Newey, mais il y a énormément de monde chez Red Bull qui sont qualifiés. Mais là, ça voudrait dire que chez Aston Martin, tu sais, ça vaut pas cher la livre, là. Si vraiment on n'est pas capable de trouver une solution, puis on a fait que descendre depuis les les fameuses informations que Dan Fellows avait emmenées à l'origine de Red Bull, puis on n'a pas été capable de rien trouver ou de rien bâtir là-dessus. Je trouve que c'est un désaveu envers le reste de l'équipe, mais oui, heureusement, on aura Adrian Newey pour essayer de sauver la donne, sauf est-ce que une personne va être capable de tout changer? Je sais que c'est pas n'importe qui, Adrian Newey, mais ça prend quand même une équipe à travers tout ça. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce que c'est Aston Martin ta déception toi aussi ou t'en as un autre? Euh, c'est 50-50 Aston Martin aussi. J'ai l'impression qu'ils font encore ça va être un gros pet mouillé, malheureusement, leurs essais à essayer d'être dans le haut milieu peloton, là, à être dans les points constamment. Ça va être un peu l'histoire répétitive de l'année passée, même avec les efforts d'Adrian Louis. J'ai l'impression que il était pas très rapide en testing et comme je dis, des fois, un cochon avec du maquillage, c'est quand même un cochon. Même il peut le maquiller comme elle veut, Adrian Oui. Louis, j'ai pas l'impression que un design qui est à la base floué et qui est menotté avec ça un peu pour la fin de la saison. Peut-être la rendre un peu moins pire, mais ça va toujours être pas plus qu'une voiture qui, des fois, va aller chercher des bonnes positions dans les points, mais pas pour des podiums. Il peut pas Et changer sinon, l'ADN de l'auto. C'est ça l'affaire. non, c'est ça, exact. Tu Ouais, peux il va essayer pouvoir le faire de la saison altérer des prochaine. choses, mais Ouais. tu peux pas changer la nature inhérente d'un véhicule. Tu joues les cartes qui te sont jouées, surtout quand son gardening leave appelle était directement après le testing. Il doit gérer ça. Ça va pas être plus compliqué que ça, mais sinon, j'ai un peu l'impression que ça va être similaire avec Alpine, parce qu'ils vont encore une fois être pas vraiment là, des fois là, ils vont jouer la victime, mais sans résultat vraiment Ah, pour toi, Alpine à sera une être. déception? Ouais, je Hein? sais pas pourquoi, j'ai pas le feeling qu'ils ont amené de quoi de plus surprenant que ça. Ils savent bien paraître quand les cartes sont légèrement favorables, comme dans des journées de test ou en pratique, mais quand c'est le temps de passer aux choses sérieuses, il y a toujours un certain facteur qui font qu'ils sont pas vraiment capables de compétitionner à un niveau similaire tout au long de la saison, sont très inconstants. Mhm. Ben, Et ils ont bien fini la ça va être saison. ça. Ils ont bien fini la saison. Ouais, C'est mais sûr que encore une là, fois, ils ont bien fini, ils n'ont pas bien commencé, puis c'est pas non. constant. Mais les Quand ça essais, va mal, ça va vraiment mal, là. c'était très bon, les essais, par exemple. Ça, c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Pour regarder, c'est sûr, encore là, on en prend puis on en laisse, mais c'est très, très bon. Ils n'ont pas eu l'air d'une écurie qui repartait à zéro. On avait l'air de construire sur le momentum qu'on avait. On a d'ailleurs le châssis de la saison 2024. Donc, on construit sur quelque chose qu'on connaît déjà. Est-ce qu'on a fait exprès pour justement Ouais. euh, réduire le nombre d'imprévus ou les choses qu'on connaît pas, puis en même temps, on le fait aussi pour économiser de l'argent pour 2026. Donc, ça reste à voir. Mais si tu as raison, si Alpine n'est pas bon, pour moi, ils seront une déception parce que j'ai des attentes. Tu sais, je les ai pas mis là-dedans parce que je crois en eux, mais ça pourrait changer. Si je vois qu'ils connaissent une saison pas bonne ou qu'ils ne construisent pas sur le momentum qu'on avait en fin de saison, ben là, oui, ils vont m'avoir déçu, ça, c'est certain. Bon, ben, messieurs, c'est ce qui conclut nos prédictions pour la saison 2025 qui débutera vendredi prochain avec les séances d'essai libre, même on pourrait dire jeudi, parce qu'à l'heure que ça va se dérouler en Australie, pas chez nous, il va être encore il va être en tout cas, il va être aux petites heures du matin. Il y a bien des gens qui vont dormir. Ça va être ça pas mal Mm. toute la fin de semaine. Donc, Grand Prix d'Australie. Il reste plus qu'une semaine à attendre. Moi, je suis impatient. J'ai très, très hâte. Les Ah prédictions oui. sont faites. On s'est mouillé. On est prête à vivre vivre avec nos choix et les conséquences d'ici la fin de la saison. Et ça va être intéressant de voir ça défiler tout au long de l'année. De ton côté, Kevin Fontaine, mais je te remercie. Il reste quelques chroniques à venir sur la page Facebook pour les gens qui veulent lire ça. Tu mets la table pour la saison, tu présentes tous les pilotes qui restent. On est rendu dans les recrues, là. Donc, il reste, Ouais. de mémoire, il reste Jack Doohan, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoletto. C'est pas mal ça qui reste dans les chroniques à venir. Ça va être publié Mhm. d'ici le dernier week-end, le premier week-end de course qui s'en vient. Oui, absolument. Et c'est toujours fait avec le plus grand Plaisir.
Écoute, ben oui, puis ça se ressent quand on te lit. De ton côté, Ouais. Jean-Christophe, je veux pas te refaire répéter tout ce que tu nous as dit au début. Fait que je vais juste te souhaiter bonne chance pour tes essais que tu vas aller Merci, merci, compléter. merci. Tu sais qu'on est derrière toi. Tu sais que si tu as la chance d'afficher un logo d'F1 Podcast sur ton casque et nous envoyer une photo, on va trouver ça bien le fun. Ben Je vais essayer de sinon, faire un caméo sur l'auto, sinon je vais mettre un petit collant ouais. bien caché, là. Je vais pas vous le montrer. C'est ça, Sinon, peut-être ouais, il y en a bien. peut-être ils vont se demander c'est quoi ça F1 podcast. Il va falloir que tu leur traduises en italien là, pour faire comprendre c'est quoi. Ben Je c'est vais dire, ça. ah, je sais pas, c'est pas moi qui ai mis ça là. Ah, c'était déjà là, c'était déjà là. Ouais, Fait c'est que, ça, c'est ça. en tout cas, tout ça pour dire, c'est ça. Fait que, on te souhaite bonne chance, puis en espérant que ça va bien aller, ou merde, si c'est mieux pour le métier. Donc, j'ai pas de doute que tu vas être capable d'impressionner. On est derrière toi, puis donne-nous des nouvelles, ça va nous faire plaisir d'en avoir. 100%, 100%. Gros merci encore, les gars. Je vous souhaite pareillement. Et aussi, il y a aussi quelque chose de cool qui se passe pas la semaine prochaine, mais juste demain, on a notre show mal aimé, aimé, Drive to Survive qui sort. Moi, Ah, je suis ben quand oui, même tout bien le temps sûr. intrigué. Ben oui. Je vais y jeter un coup d'œil certainement, là. Pas grand-chose de prévu demain, donc on va regarder ça avec grand plaisir. Ben, tu fais bien de le rappeler parce que je vais être Mais oui, attentif là-dessus tout au long de la fin de semaine. Fait qu'on se textera ou on s'appellera pour voir ce qu'on a vu puis ce qu'on a appris de cette série-là. Des fois, c'est intéressant. J'ai déjà vu là, des conversations là, entre. Je suis pas sûr que ça tombe au bon moment où ce que Suzy Wolf est en considération pour devenir présidente de la FIA. Ça, c'est un sujet qu'on jasera un jour parce que j'en ai long à dire là-dessus. Là. ah ouais, Mais on a vu que. Disons qu'elle jase pas mal avec son mari Toto Wolff, ce qui est normal, OK? On s'attend pas à d'autres choses, sauf que si tu veux devenir président de la FIA, puis ton mari est directeur PDG de Nikiri F1, c'est louche. disons que moi j'appelle ça un conflit d'intérêt majeur, là. Ouais, ouais. Je sais qu'elle n'aime pas ça quand on dit ça parce qu'elle pense que on atteint son intégrité de femme, mais ça reste que dans tous les cas, peu importe le sexe que tu as, si tu travailles dans la haute instance dirigeante du sport que ton mari participe dans une écurie, ça s'appelle un conflit d'intérêt. Ça va bien au-delà des sexes, c'est juste comme ça depuis que le monde existe. Donc, Est-ce que, ça serait ah un ouais, autre elle a sujet. vraiment eu ah ouais, elle a eu l'audace de dire ça, que c'est parce que c'était une femme que les gens relevaient ça en question. OK, ouais. Oui, 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 ben c'est ce qui s'est produit quand on a remis en J'avais pas vu question ça. qu'elle partageait des informations du F1 Academy, la chose, puis qu'elle avait des conversations. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'elle a dit, ah, si on m'attaque, en tout cas. C'est une longue histoire, là, tout ça, mais je veux juste en dire OK, que ouais. moi, Un pour une autre fois. je pense que s'il y a des conflits d'intérêts lorsque tu es président de la F1 Academy, mais lorsque tu es président de la FIA, tu sais, je suis capable de vivre avec le côté que c'est une autre catégorie complètement, mais là, président de la FIA, c'est autre chose, là. C'est un autre dossier. On l'a vu, là, il y a des grosses conversations autour de la table dans des segments de Drive to Survive où on échange sur les pilotes ou sur les décisions qu'on devrait faire, tout ça. Donc, j'ai bien du mal à croire que parce qu'elle aurait un rôle de présidente, que ces genres de conversations-là ou ces informations-là qu'elle aurait, tout d'un coup, elles ne seraient plus partagées autour d'une table, là. Tu sais, c'est un peu nous prendre pour. En tout cas, fait que, je Ben te oui, dis, je me garde un bien segment intéressant. au cours des prochaines Ouais. semaines. On va se pencher là-dessus avec Kevin aussi. Bon, on va être capable, puis François qui risque d'être là, on va être capable de jaser de tout ça. En terminant, là, les gars, il me reste que quelques secondes. Donc, merci beaucoup à vous deux et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ben oui, pareillement, pareillement. À plus. Merci. Au plaisir. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 7 mars. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres pour le premier Grand Prix de la saison qui se déroulera en Australie. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube. Activez la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.